Bonjour Cédric, je voulais faire une vidéo avec toi pour que tu puisses nous parler de ta profession qui est ostéopathe. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter aux visiteurs du site La Marmotte et ses marmots? Bonjour Alexandra, merci de m'avoir sollicité pour cette interview. Donc, euh, donc oui, je suis ostéopathe pédiatrique. Je suis installé dans le Val-de-Marne à Sucy-en-Brie et, euh, et donc j'ai une activité d'ostéopathe classique, mais très orientée aussi pédiatrie, où je reçois au cabinet des femmes enceintes pour différents maux, des nourrissons, des nouveau-nés, des femmes en postpartum, et puis des enfants qui grandissent, des enfants qui peuvent avoir 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Pour différentes raisons. Donc là, je pense qu'on en parlera juste après. Pour t'expliquer un petit peu mon parcours, donc j'ai été diplômé de l'École supérieure d'ostéopathie de Champs-sur-Marne. Donc, il faut savoir qu'une formation d'ostéopathie, ça dure 5 ans post-bac, et une année supplémentaire en ostéopathie pédiatrique, pour avoir davantage de connaissances et de toucher par rapport aux problématiques liées à l'enfance. Au cours de ce cursus, on a de nombreux stages, de nombreuses interventions en maternité, à l'hôpital, auprès de sages-femmes. Donc on a toutes les armes pour s'occuper de vos enfants quand ils ont certaines difficultés fonctionnelles, notamment. D'accord, donc c'est vraiment une spécialité en fait. N'importe quel ostéopathe ne peut pas s'occuper d'un nourrisson? Euh, Légalement, tous les ostéopathes ont le droit de prendre en charge des nourrissons. Après, le fait de poursuivre des études en pédiatrie permet d'avoir plus de bagages, plus de connaissances sur le domaine. C'est comme les ostéopathes qui s'intéressent au milieu sportif, qui vont poursuivre dans le domaine sportif, ou ceux qui travaillent davantage avec les seniors. Euh, c'est comme votre médecin généraliste, finalement. Le médecin généraliste peut prendre en charge des nouveau-nés, mais un pédiatre aura plus de connaissances sur les pathologies de l'enfant. Ok. Est-ce que l'ostéopathie c'est pour tout le monde? L'ostéopathie, c'est pour tout le monde, effectivement. Le, Alors, il y a souvent la question qui revient sur à partir de quel âge on peut aller voir l'ostéopathe. Euh, Certaines maternités ont des ostéopathes rattachés directement à la maternité et qui C'est voient vrai. du coup les enfants à J+1. Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge minimum pour voir un ostéopathe, comme il n'y a pas d'âge maximum. Des gens de 80 à 90 ans peuvent consulter. Et l'ostéopathe doit être capable d'adapter ses techniques et son traitement à la personne et au patient qu'il a en face de lui. On ne va pas prendre en charge de la même manière un rugbyman qu'un nouveau-né, comme une personne âgée. Donc oui, tout le monde peut venir. Après, tout le monde peut venir, mais l'ostéopathie ne traite pas euh, toutes les pathologies. L'ostéopathie est une médecine qui traite les troubles qu'on appelle fonctionnels. Alors, ça, c'est une notion un peu complexe de prime abord. C'est un peu flou cette notion d'ostéopathie. Tu peux nous dire ce que c'est concrètement? Euh, on peut, de manière très schématique, séparer les pathologies ou les troubles que peut rencontrer quelqu'un en deux catégories. On a les troubles organiques, c'est-à-dire quand il y a un organe qui est altéré. Par exemple, ça peut être une articulation lésée, ça peut être un os cassé, ça peut être une pathologie vraiment liée à un organe, comme un cancer, voilà, ça c'est le trouble organique, l'organe qui est malade. Et puis après, on a le trouble fonctionnel. Et ça, le trouble fonctionnel, c'est ce sur quoi l'ostéopathe travaille. Le trouble fonctionnel, c'est l'organe qui va paraître en bonne santé par rapport aux examens, mais qui, dans son fonctionnement, euh, crée des problématiques. Euh, alors, je trouve que l'image est assez parlante. C'est comme si que vous achetiez une voiture d'occasion sur le bon coin et que lors de l'achat, vous souleviez simplement le moteur. Vous soulevez simplement le capot pour regarder le moteur. Quand on regarde le moteur de la voiture, on va regarder élément par élément. Donc, on va regarder si chaque organe de la voiture est en bon état. Voilà. Si la voiture n'a pas de trouble organique. Voilà. C'est ce que va regarder le médecin par les examens, les radios, les IRM, les scanners.
Et puis, finalement, si vous achetez la voiture sans l'essayer, sans tester le fonctionnement de chaque pièce du moteur, Mhm. vous ne savez pas si elle roule vraiment, cette voiture. Et ça, c'est le travail de l'ostéopathe. C'est de voir si chaque pièce, chaque élément fonctionne correctement ensemble et ne crée pas de douleur ou de trouble au patient. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des effets secondaires après une séance d'ostéopathie? Parfois, oui. Les effets secondaires sont très souvent liés à la première séance. C'est-à-dire que, et on les voit surtout chez l'adulte. Chez l'adulte, et plus l'adulte prend de l'âge avant sa première séance, plus l'effet secondaire sera important. Il faut savoir que les effets de l'ostéopathie ne se passent pas uniquement pendant la séance. C'est-à-dire que l'ostéopathe, il va demander au corps, par son traitement, de modifier son fonctionnement. Et cette modification va pour se poursuivre et s'améliorer au fil des jours qui vont suivre. Donc, si un ostéopathe, par exemple, traite un viscère, comme un estomac, le corps va tout de suite réagir en s'améliorant, certes, mais dans les jours qui suivent, le travail va continuer à s'opérer. Ce qui fait que si c'est votre première séance d'ostéopathie, il se peut que pendant les premiers jours, vous ayez des petits effets secondaires, de peut-être des petites douleurs ou des inconforts liés en fait à cet effort demandé au corps de travailler différemment. Et plus le corps a travaillé d'une mauvaise manière avant, donc plus le trouble perdure depuis longtemps dans le temps, plus les effets secondaires peuvent être intenses. Voilà. Mais ça dure quoi? 2, 3 jours maximum. Chez un nouveau-né, on le voit pas. On le voit pas. Et chez les jeunes enfants également. On ne voit pas tellement d'effets secondaires. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'ostéopathie? Je suppose qu'il y a sûrement plein de choses. Parce que on pourra en parler pendant des heures, tout ce qu'on peut soigner avec l'ostéopathie. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on cible un peu plus sur plutôt la pédiatrie Oui. et Oui. On va d'abord parler du bébé et puis ensuite de la maman. donc tous les troubles fonctionnels. Alors, ce qu'on voit le plus fréquemment au cabinet, on voit des patients venir avec des coliques, donc les coliques du nouveau-né. L'ostéopathe a des effets assez intéressants sur la diminution des coliques, les reflux. Donc, il faut bien faire le distinguo entre le reflux et la régurgitation. Hein. Le reflux, c'est vraiment l'estomac qui a un trouble et qui fait remonter de l'acidité et qui va brûler tout l'œsophage du bébé. Donc, on a le reflux. On va également avoir les torticolis, les bébés qui naissent avec des douleurs au cervical. Donc, comment on remarque une douleur au cervical chez un nouveau-né? Bah, c'est le nouveau-né qui va avoir la tête toujours tournée du même côté. Voilà. Donc, un enfant qui tourne la tête exclusivement d'un côté, c'est pas spécialement qu'il préfère ce côté-là, c'est surtout qu'il est bloqué. D'accord. Donc, ça, évidemment, ça a des effets parce que chez un adulte, un torticolis, euh, au bout d'un moment, ça va passer, mais chez un enfant, ça peut altérer euh, la constitution de son squelette lors de la croissance. Donc, il faut le retirer assez rapidement. Et puis après, on va avoir tout ce qui s'apparente aux déformations crâniennes. Donc, les plagiocéphalies, les brachycéphalies. Donc, ce sont des écrasements du crâne de l'enfant liés à différentes causes. Donc, ça, je pense qu'on va y revenir après. Donc, voilà, donc on a les coliques, les reflux, les plagiocéphalies, les torticolis. Puis on va avoir les déformations des pieds, donc les pieds un petit peu en dedans, que certains enfants peuvent avoir. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit vraiment chez le tout nouveau-né. Le 0,5 mois, c'est les principales causes de consultation. Après, certains parents amènent également les enfants pour des bilans pour vérifier que tout se passe bien. Parce que certains troubles que je viens d'énumérer juste avant peuvent apparaître un peu plus tard, peuvent être traités en amont, alors pendant que les symptômes étaient très, très minimes et qu'ils n'étaient pas encore visibles par les parents. Ouais. Donc c'est bien de faire un bilan suite à l'accouchement chez l'ostéopathe Parce pour que lever toutes ces tensions. oui, le bébé peut avoir une mauvaise position dans le ventre, ce qui fait que à la naissance, il a un pied mal positionné ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il y a tout le processus de grossesse où le bébé peut prendre une mauvaise position dans le ventre.
Mais il y a également aussi l'accouchement qui peut être Mm. assez traumatisant physiquement pour l'enfant. Les premiers jours de vie, également avec des parents qui, c'est très normal, qui peuvent être un peu maladroits sur la manipulation de l'enfant et qui peut causer des petits blocages. Donc ça, c'est tout à fait normal que l'enfant présente certaines petites douleurs. On voit également venir des enfants qui ont des troubles de la succion, qui prennent mal le sein de la maman, qui peuvent créer du coup des douleurs sur l'un des deux seins, qui Mm. peuvent avoir un écoulement le long de la bouche de lait, qui ont des difficultés à prendre du poids. Donc tout ça, c'est des troubles de la succion. L'ostéopathe peut agir assez efficacement sur le palais et sur la position de la langue du bébé. Alors ça, on en entend peu parler. J'ai plus souvent entendu parler d'ostéopathie pour les coliques, les reflux, ce genre de choses, que pour les problèmes de succion. Oui, je sais. Je sais, on en parle peu et on a trop tendance à penser que tous les troubles de la succion de l'enfant sont liés à des freins trop courts. Et donc, il y a Oui. j'ai une petite mode en ce moment à couper les freins. Et on peut éviter beaucoup d'interventions de ce type-là chez les enfants en faisant une ou deux séances d'ostéopathie sur le palais. Ok. Quelle est la différence entre ostéopathe et chiropracteur? Parce qu'il y a certaines personnes qui recommandent plutôt d'aller chez leur ostéopathe, d'autres chez leur chiropracteur. Mais bon, pour moi, c'est assez flou, c'est pratique. Euh, Moi, la description que je vais en faire, du coup, il faut savoir que c'est pas d'une grande objectivité parce que moi, j'ai fait mon choix de profession. Mais je vais simplement te parler, du coup, moi, ce qui m'a conduit plutôt vers l'ostéopathie plutôt que la Mm. chiro. Euh, alors, l'ostéopathie, c'est un petit peu comme les religions au départ. C'est-à-dire que l'ostéopathie, ça a été très mal encadré au début. Et il y a eu des courants de pensée qui ont divergé à un moment. Donc, il faut savoir que l'ostéopathie, c'est 19e siècle aux États-Unis, avec le docteur Steele, qui est un médecin, qui a fondé l'ostéopathie. Et à l'issue de ça, il n'y a eu aucun organisme qui a cloisonné l'ostéopathie, qui a créé des vraies règles et qui a organisé la profession. Donc, on n'a pas d'ordre des ostéopathes. Il existe des syndicats, mais c'est un petit Mm. peu divergent encore. Euh, et il y a eu au fil du temps des courants de pensée qui se sont un peu matérialisés. Et la chiropraxie a été une discipline fondée par des ostéopathes qui étaient justement élèves du docteur Steele. Et du coup, ils ont une interprétation du corps qui est un peu différente. L'ostéopathe considère que les troubles vertébraux mais également les troubles viscéraux peuvent avoir un lien l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une douleur mécanique sur le squelette liée à un organe viscéral ou liée à des mauvais appuis au sol. Le chiropracteur, lui, a, a un travail exclusif sur le squelette. Voilà. C'est-à-dire qu'il explique tous les troubles mécaniques du squelette par des blocages mécaniques du dos. Voilà. Donc, voilà, moi, c'était ce qui m'avait D'accord. un peu déplu. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de l'ostéopathie, D'accord. parce qu'il me semblait que j'avais plus de Oui. moyens thérapeutiques à prendre en compte le corps plutôt dans son entier. Ok, c'est une vision plus générale du corps, en fait, l'ostéopathie. Exactement. Et puis, il y D'accord. a une troisième discipline également, c'est l'éthiopathie. L'éthiopathie, c'est un frère encore plus proche de l'ostéopathie qu'est la chiropraxie, parce que ce courant de pensée est plus récent. C'est dans les années 80. Il est apparu dans les années 80 en France. Et il est apparu en réalité pour répondre à une problématique qu'on avait, c'est que dans ces années-là, les ostéopathes étaient souvent attaqués par les médecins pour usage illégal de la médecine, parce qu'on était une discipline qui n'était pas encore bien organisée et ça déplaisait à certaines parties de la médecine. Et deux ostéopathes ont fondé une école. Et pour se protéger un petit peu de ces attaques-là, ils l'ont appelé l'éthiopathie. Voilà. Voilà. Ils ont vu que l'ordre des médecins était un peu focalisé sur les ostéopathes. Eux sont passés à travers les gouttes grâce à ça. Mais l'éthiopathie, c'est de l'ostéopathie. D'accord. L'ostéopathie et l'ostéopathie sont très, très semblables. C'est tous les deux la recherche de la cause de la douleur
pour traiter les maux du patient. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'éthiopathie, recherche de l'étiologie de la maladie. D'accord. J'ai une autre question. Si on a un trouble récurrent, combien de temps peut durer l'effet de la séance d'ostéopathie? Euh, L'objectif de l'ostéopathe, c'est de trouver la cause de ta douleur. Donc, à partir du moment où il identifie la cause de ta douleur, théoriquement, ta douleur ne devrait pas réapparaître. Après, il y a certaines causes qui ne peuvent pas être traitées correctement. Si un patient, je prends un exemple, euh, si un patient présente des douleurs de dos assez chroniques et que l'ostéopathe identifie que son problème, c'est une problématique de longueur de jambe, et qu'il y a du coup une différence de niveau sur les deux jambes, bah, nécessairement, ce différentiel de niveau, s'il ne le corrige pas en allant voir en complément un podologue, par exemple, ce trouble va perdurer et au fil du temps, les douleurs vont réapparaître. Voilà. D'accord. Donc théoriquement, si c'est du domaine de l'ostéopathie, si la cause initiale est du domaine de l'ostéopathie, la douleur doit disparaître et ne pas revenir. Après, il y a également les habitudes de vie des gens. Si une personne se crée des douleurs au cervical parce qu'il se positionne mal devant son écran et que l'ostéopathe lui indique comment se positionner, s'il réitère ces malpositions, il est évident que ça va finir par réapparaître. D'accord. Je vais regarder dans mes questions. Alors, une maman m'a demandé, est-ce qu'il faut aller chez un ostéopathe de manière préventive ou attendre d'avoir des coliques ou autre? En fait, tu as un peu répondu à cette question-là juste avant, puisque tu as parlé des bilans pour les enfants. Donc, je pense que c'est aussi valable pour les adultes. Donc, c'est une bonne idée d'y aller en prévention chez l'ostéopathe. C'est même mieux. C'est même mieux que de venir par rapport à un symptôme. Alors, on est en France une culture qui est une culture de santé curative. On aime Ouais. aller chez le praticien pour se faire guérir du mot. L'ostéopathie a été fondée de manière préventive, c'est-à-dire qu'on est une médecine de prévention. L'efficacité optimale de l'ostéopathie, c'est justement la prévention. Et il est beaucoup plus simple de prendre en charge un patient quand il n'a rien que quand il a une douleur. Parce que quand il a une douleur, il vient avec sa douleur et son inflammation. Ce qui fait que pendant la séance d'ostéopathie, l'inflammation étant présente, on va passer beaucoup plus de temps à déverrouiller la zone. Alors que si le patient vient sans douleur, sans présenter de mots, justement, on va pouvoir scanner et travailler sur tout le corps parce qu'il sera beaucoup plus simple de débloquer toutes les zones du corps et d'avoir une efficacité partout. Voilà. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant que de jouer au pompier parce qu'on pourrait venir une fois chez l'ostéopathe pour une douleur de dos. Et puis l'ostéopathe étant tellement occupé par cette douleur de dos, n'aura pas le temps d'aller voir vos cervicales. Et il se peut très bien que 2 mois plus tard, vous venez le voir pour des douleurs cervicales. Et on peut avoir des blocages comme ça qu'on ne verrait pas? Oui, oui. Il faut savoir que le blocage survient bien en amont de la douleur. La douleur, c'est un signal d'alarme que le corps met en place pour prévenir qu'il y a quelque chose qui fonctionne anormalement. Mais avant ce signal d'alarme, il y a le blocage. Voilà. Si on reprend l'exemple de la voiture, s'il y a une fuite dans le réservoir d'huile, vous n'allez pas avoir le signal d'alarme sur le tableau de bord tout de suite. Il va se passer des jours et peut-être des mois avant qu'il y ait ce signal d'alarme. Pour autant, il y a un problème. Voilà. Et l'objectif de l'ostéopathie, c'est de ne pas vous laisser en panne sur le bord de l'autoroute. C'est de faire des bilans de prévention pour faire en sorte que vous alliez bien tous les jours.